Le monde antique recèle des secrets que le temps n'a pas encore livrés. Enfouis sous les sables, perdus dans les profondeurs de temples oubliés, se trouvent des énigmes qui défient toute explication. Comment les civilisations anciennes ont-elles pu bâtir des merveilles grâce à des techniques que nous sommes encore incapables de reproduire aujourd'hui? Que savaient-elles? Qu'avaient-elles vu que nous ne pouvons plus voir? Depuis des siècles, l'humanité met au jour des vestiges, mais les questions demeurent. Pourquoi certains de ces artefacts existent-ils seulement? Qui les a créés et dans quel but? Accompagnez-nous dans un voyage de 3 heures à travers les mystères archéologiques les plus étranges et les plus déroutants, ceux qui continuent de défier l'humanité. Préparez-vous à voir votre compréhension de l'histoire profondément bouleversée. Au cœur de la Turquie centrale, les formations rocheuses de Görem se dressent telles des sentinelles silencieuses au-dessus d'un paysage qui semble exister hors du temps. Cette roche tendre aux teintes ocre, façonnée par des siècles d'érosion, domine le fond de la vallée, ses arêtes déchiquetées n'ayant été adoucies que par le lent passage des âges. Ce décor irréel, presque lunaire, n'est pas seulement l'œuvre des forces naturelles. C'est une toile sculptée par la main de l'homme, le mystérieux témoignage d'un passé oublié. Görem, qui appartient à la vaste région de Cappadoce, a accueilli d'innombrables civilisations au fil des millénaires. Des anciens Hittites aux premiers chrétiens, les formations rocheuses racontent ici une histoire de résilience et d'ingéniosité. Ce qui rend cette région particulièrement remarquable, ce n'est pas seulement sa beauté naturelle, mais le fait que les hommes vivent parmi ces roches, et jusque dans leur sein, depuis des milliers d'années. Des villages entiers, des églises et des monastères furent creusés dans la pierre tendre, donnant naissance à un monde caché qui demeure, à bien des égards, un mystère vivant. Les plus anciennes traces d'occupation humaine à Görem remontant aux environs de 1800 avant notre ère, à l'époque hittite. Mais c'est au cours des siècles suivants, notamment au début du christianisme, que Görem devint bien davantage qu'un simple lieu d'habitation. Les églises rupestres, ornées de fresques aujourd'hui effacées, témoignent d'une ferveur et d'un art qui laissent penser que ces édifices n'étaient pas seulement fonctionnels, mais sacrés. Ici, le divin rencontrait le monde terrestre, et la foi était gravée dans la pierre pour l'éternité. Mais qu'est-ce qui poussa les habitants de Görem à tailler leurs maisons et leurs lieux de culte au cœur même des montagnes où ils vivaient? Était-ce un choix purement pratique, dicté par les conditions rudes et instables de la région? Ou y avait-il autre chose? Les chercheurs de tradition académique mettent souvent en avant les particularités géologiques qui faisaient au Görem un lieu naturellement propice à l'installation humaine. La roche singulière de la région, issue de cendres volcaniques, est assez tendre pour être creusée, mais suffisamment solide pour supporter le poids de maisons et d'églises entières. Il n'est donc pas étonnant que les premiers habitants aient choisi d'y créer un monde souterrain. Pourtant, même en tenant compte de ces raisons pratiques, une question demeure. Pourquoi sont-ils allés aussi loin? Ces structures avaient-elles une signification plus profonde, plus spirituelle? En parcourant les grottes labyrinthiques et les tunnels enfouis sous Görem, on ressent aisément le poids de toutes les questions restées sans réponse. Certains des aspects les plus fascinants du site demeurent inexpliqués. Prenons par exemple l'organisation remarquable des églises. Nombre de ces sanctuaires rupestres ne sont pas simplement creusés dans la pierre.
Leur disposition suggère une maîtrise avancée de la géométrie et de l'acoustique. Ces premiers chrétiens connaissaient-ils des techniques architecturales que nous ne faisons que redécouvrir aujourd'hui? Ou bien leur conception renferme-t-elle encore un sens qui nous échappe? Au-delà des églises, les cités souterraines cachées de Görem soulèvent davantage de questions encore. Certains de ces complexes descendent jusqu'à l'équivalent de 18 niveaux sous terre et servirent, durant des siècles, de refuge contre les envahisseurs. Leur fonction véritable reste pourtant largement débattue. Si les historiens s'accordent généralement à dire que ces villes souterraines furent conçues comme des abris, leur ampleur et leur complexité révèlent un degré de planification et d'organisation qui semble dépasser les capacités de l'époque. Comment ces populations, disposant de moyens et de techniques limitées, ont-elles réussi à creuser des réseaux aussi élaborés de tunnels, de pièces et de conduits d'aération? Existait-il un savoir perdu ou une méthode oubliée qui leur permit de réaliser de tels exploits? À cela s'ajoutent des théories plus ésotériques, évoquant d'anciennes civilisations maîtrisant la navigation céleste, des technologies disparues, voire une influence extraterrestre. Bien que ces idées restent en dehors du champ de la recherche académique, elles continuent de nourrir l'imagination de ceux qui visitent Görem. Les bâtisseurs de ce paysage extraordinaire auraient-ils été guidés par un savoir transmis depuis une époque oubliée, ou même par des sources venues d'un autre monde? Malgré les nombreuses théories, les véritables origines et la signification de Görem restent insaisissables. Les structures demeurent là, silencieuses et érodées, leur fonction toujours ouverte à l'interprétation. Qu'est-ce qui poussa ceux qui vécurent ici à créer un monde souterrain aussi élaboré? Était-ce seulement une question de survie ou leur réalisation répondait-elle à une raison plus profonde? Dans l'ombre de ces antiques formations de pierre, on ne peut s'empêcher de se demander combien de secrets dorment encore dans la roche, dans l'attente d'être révélés. Après les paysages arides et énigmatiques de Görem, nous gagnons à présent les collines brumeuses d'Irlande, où un autre mystère ancien nous appelle en silence. Dans la campagne ondoyante du comté de Sligo, se trouve le cimetière mégalithique de Carrowkeel, un site aussi ancien que l'aube de la civilisation, et pourtant enveloppé du même voile de mystère qui semble entourer les plus vieux monuments de l'humanité. Carrowkeel comprend 14 tombes de pierre, dont certaines remontent à 5000 ans avant notre ère. Perchées au sommet des montagnes, ces structures mégalithiques dominent la vallée paisible et offrent sur le paysage une vue étrange, hors du temps, comme si elles en gardaient jalousement les secrets. Les tombes font partie d'un vaste ensemble archéologique connu sous le nom de complexe de Carrowkeel et, comme pour de nombreux sites funéraires anciens, leur fonction première paraît claire: honorer les morts et leur offrir une sépulture. Mais comme pour bien des monuments mégalithiques à travers le monde, les questions les plus profondes concernent moins leur fonction fondamentale que leur construction, leur conception et les populations qui les élevèrent. Les tombes de Carrowkeel se distinguent des autres sites funéraires de la même période par leur architecture particulière. Certaines structures de pierre forment d'étroits passages, conduisant à des chambres centrales, selon des alignements d'une précision qui paraît intentionnelle. Beaucoup sont recouvertes de vastes cairns, et certaines ont livré des fragments de restes incinérés. Pourtant, ce qui frappe le plus à Carrowkeel
n'est pas seulement son ancienneté ni sa grandeur mégalithique, mais l'impression de volonté qui semble encore imprégner les lieux. Ces tombes ne furent pas disposées au hasard. Elles occupent délibérément le sommet de la montagne et veillent sur le territoire, telles des sentinelles silencieuses. Mais pourquoi ici, précisément? Qu'avait cet emplacement de si particulier pour être considéré comme sacré par ses bâtisseurs? Selon l'interprétation archéologique dominante, Carrowkeel, comme bien d'autres nécropoles mégalithiques, fut aménagé à des fins rituelles et cérémonielles. On pense que le site servait de centre à des pratiques religieuses associées aux morts. L'orientation de certaines tombes vers le soleil levant laisse par exemple supposer que leurs bâtisseurs comprenaient profondément les phénomènes célestes et les cycles de la nature. Une connaissance dont les chercheurs modernes commencent seulement à mesurer la portée. Pourtant, comme tant d'autres sites anciens, Carrowkeel résiste aux explications simples. Certaines questions ne portent pas sur les raisons de sa construction, mais sur la manière dont elle fut accomplie. La taille et le poids considérable des pierres employées soulèvent des interrogations sur les capacités techniques de ceux qui les manipulèrent. En l'absence de toute preuve manifeste d'outils avancés, comment ces peuples anciens purent-ils déplacer, soulever et mettre en place des blocs pesant plusieurs tonnes? Comment transportèrent-ils des masses aussi imposantes jusqu'au sommet d'une montagne? L'idée communément admise, selon laquelle ces tombes auraient été bâties avec des outils rudimentaires et par la seule force humaine, paraît insuffisante face à la précision et à l'ampleur des structures. Les théories abondent. Certaines avancent que les habitants de Carrowkeel disposaient de techniques disparues ou de connaissances que nous n'avons pas encore retrouvées. Maîtrisaient-ils mieux les mathématiques et l'ingénierie qu'on ne le croyait jusqu'ici? Ou reçurent-ils l'aide d'influences extérieures, de marchands, de voyageurs ou de peuples venus de terres lointaines, apportant des savoirs et des technologies inconnues de la population locale? Viennent ensuite les théories marginales, celles qui repoussent les limites de la pensée conventionnelle. Carrowkeel aurait-il pu être autre chose qu'un lieu de sépulture, le symbole d'un ensemble bien plus vaste, une carte cosmique ou un guide vers les cieux? Certains ont supposé que ces structures mégalithiques avaient été conçues non seulement pour honorer les morts, mais aussi pour communiquer avec les étoiles grâce à des alignements célestes dont nous commençons à peine à comprendre la logique. Ces peuples anciens auraient-ils reçu, de génération en génération, des connaissances astronomiques antérieures même aux civilisations connues? Ou existe-t-il une explication plus insaisissable encore, selon laquelle les habitants de Carrowkeel entretenaient un lien avec quelque chose situé au-delà de la Terre, une réalité que la science moderne peine à saisir? Comme souvent face aux mystères anciens, les réponses demeurent fuyantes. Si un coup porté à la tête reste considéré comme l'une des explications les plus plausibles de la mort de Toutankhamon, aucune preuve décisive n'est venue confirmer l'hypothèse d'un meurtre. Par ailleurs, l'idée d'une malédiction entourant la tombe n'a fait qu'ajouter une nouvelle dimension à la légende de Toutankhamon. Une véritable malédiction frappait-elle ceux qui osaient troubler le tombeau du plus célèbre pharaon d'Égypte? Certains ont rappelé la mort de plusieurs membres de l'équipe de fouilles de Carter, notamment celle de Lord Carnarvon, le financier de l'expédition, décédé peu après la découverte du tombeau. Laissant derrière nous les collines brumeuses d'Irlande, nous gagnons le cœur de la Méditerranée, où nous attend une autre énigme antique,
cette fois sur l'île ensoleillée de Minorque, dans l'archipel espagnol des Baléares. Au milieu de paysages escarpés et de ruines dispersées, s'étend le complexe talaïotique de Torre d'Engalme, un site qui fascine archéologues et historiens depuis des siècles. Le peuple talaïotique, dont la civilisation prospéra ici entre 1500 et 1000 ans avant notre ère, édifia un monde de pierre. Même réduit à l'état de fragment, ce monde révèle un degré de sophistication et de mystère bien supérieur à ce que laissent entendre les récits traditionnels. Le complexe s'étend sur plusieurs hectares, vaste ensemble de tours, de sanctuaires, d'habitations et de murailles, où chaque pierre semble avoir été posée dans un but précis, tandis que sa signification profonde reste enfouie sous les couches du temps. Au centre se dresse le talaïote, imposante structure circulaire de pierre qui domine le paysage environnant. Construits à partir d'énormes blocs de calcaire local, ces monuments sont souvent décrits comme des tours de guet ou des lieux rituels, mais leur fonction exacte reste incertaine. Pourquoi furent-ils élevés avec une telle précision? Et pourquoi la culture talaïotique éprouva-t-elle le besoin de les faire dominer si nettement le paysage? S'agissait-il d'ouvrages purement fonctionnels, de postes d'observation, de symboles du pouvoir, ou leur création répondait-elle à une raison plus profonde et plus énigmatique? Le talaïote de Torre d'Engalme intrigue particulièrement par sa taille et sa complexité. Contrairement aux talaïotes plus simples et plus modestes disséminés sur l'île, celui-ci est gigantesque et possède une chambre centrale voûtée, manifestement conçue pour défier les siècles. Sa seule existence soulève de nombreuses questions. Comment une communauté insulaire, relativement peu nombreuse, disposait-elle du savoir et des ressources nécessaires à l'édification d'un monument aussi considérable? Quels outils ou quelles méthodes employa-t-elle pour soulever et positionner ces blocs massifs dont certains pèsent de plusieurs tonnes? Les spécialistes attribuent généralement cet exploit à une main-d'œuvre abondante et à des outils rudimentaires, mais la précision de l'assemblage révèle une habileté qui dépasse notre conception habituelle des sociétés de l'âge du bronze. En parcourant les ruines du complexe, on découvre un mélange d'espaces domestiques et cérémoniels. Des maisons construites avec les mêmes lourds blocs de pierre, aux murs usés mais encore debout, nous offrent un aperçu de la vie de ceux qui habitaient autrefois les lieux. Pourtant, des édifices plus vastes et plus élaborés sont également dispersés sur le site, suggérant l'existence d'une société profondément marquée par les pratiques rituelles et religieuses. La présence de petites chambres et de niches, dont certaines contenaient des fragments de poterie ou d'anciennes offrandes, laisse entrevoir un lien spirituel entre le peuple talaïotique et la terre qui l'occupait. Mais s'agissait-il uniquement de lieux de culte ou remplissait-il une fonction différente, plus mystérieuse encore? L'un des éléments les plus énigmatiques du complexe de Torre d'Engalme est la navetta, une construction de pierre dont la forme évoque une embarcation renversée. On trouve ces structures dans toute l'île de Minorque ainsi que dans le reste des Baléares, et leur usage fait l'objet de nombreux débats. Certains archéologues les considèrent comme des tombeaux, tandis que d'autres leur attribuent un rôle davantage symbolique, lié à la mer ou à l'au-delà. La forme même de la navetta soulève des questions. Pourquoi avoir choisi précisément cette silhouette? Le peuple talaïotique suivait-il une tradition, un symbole ou un modèle que nous n'avons pas encore entièrement compris? Et pourquoi retrouve-t-on des constructions similaires dans plusieurs cultures anciennes de la Méditerranée, parfois avec des ressemblances frappantes?
Les Talaïotiques furent-ils influencés par des civilisations plus anciennes encore? Ou appartenaient-ils à un vaste monde interconnecté dans lequel les peuples échangeaient idées et connaissances bien avant que nous ne l'ayons imaginé? Plus nous avançons, plus les mystères du complexe de Torré d'Engalmé s'épaississent. Nous découvrons un étrange réseau de cercles de pierres et de murs, dont certains sont alignés sur le soleil et les étoiles d'une manière qui révèle une compréhension astronomique très en avance sur son époque. Le site comprend de nombreuses enceintes circulaires, dont plusieurs semblent orientées vers l'équinoxe, ce qui suggère que les habitants de Torré d'Engalmé connaissaient les cycles célestes. Utilisaient-ils ces espaces pour des rituels religieux liés au mouvement du ciel? Ou leur rôle était-il plus important encore? Observatoire, repères commémorant des événements depuis longtemps oubliés, ou portes ouvrant sur une conception plus vaste du cosmos. Il est évident que le peuple talaïotique entretenait un lien profond avec les rythmes de la nature, mais l'étendue réelle de ces connaissances reste inconnue. Ce qui distingue surtout Torré d'Engalmé des autres sites antiques, c'est toutefois le grand mystère de son abandon. Vers 1500 avant notre ère, la culture talaïotique semble s'être effacée, laissant ses imposantes enceintes sacrées au vent et aux pluies de l'île. Les causes de ce déclin restent hypothétiques. Fut-il provoqué par une invasion, un effondrement intérieur ou des changements environnementaux rendant les terres inhabitables? Ou les talaïotiques partirent-ils simplement vers d'autres horizons, leur civilisation autrefois florissante disparaissant peu à peu dans les annales de l'histoire? Ces dernières années, certaines théories marginales ont établi un lien entre la chute de cette culture et des événements plus vastes et mystérieux, tels que des phénomènes astronomiques ou des catastrophes naturelles. Les habitants de Minorque avaient-ils pressenti un événement cosmique à venir, annonçant la fin de leur mode de vie? Ces idées restent spéculatives et reposent sur peu de preuves, mais elles soulèvent des questions qu'il est difficile d'écarter totalement. De nombreuses cultures anciennes font en effet référence à des présages célestes, à des prophéties et à l'idée que les étoiles pouvaient influencer le destin de civilisations entières. Depuis les collines rocheuses de Tor d'Engalmé, face aux ruines, il est difficile de ne pas ressentir que ce lieu dissimule des secrets bien au-delà des vestiges visibles. Quel savoir possédait le peuple talaïotique? Celui des étoiles, de la terre, ou de quelque chose de plus insaisissable encore? Quelles forces provoquèrent la disparition de sa civilisation, ne laissant que les restes de monuments jadis imposants? Et surtout, quelle vérité sur notre propre passé demeure enfermée dans les pierres de Tor d'Engalmé, attendant d'être révélée par ceux qui oseront poser les bonnes questions? Les réponses sont peut-être toujours là, silencieuses, dans l'attente d'être découvertes. Depuis les collines brûlées par le soleil de Minorque, notre regard se tourne vers une terre plus lointaine et désolée, où le vent hurle sur les plaines sauvages des îles Orcades, en Écosse. Là, dans l'extrême nord, se trouve Maeshowe, l'une des structures mégalithiques les plus extraordinaires de l'Europe préhistorique. À l'approche du site, le paysage paraît ancien, presque primordial, et l'on comprend aisément pourquoi ce lieu a pu être considéré comme une porte entre les mondes. Maeshowe est un imposant cairn à chambre, un tombeau édifié vers 2800 avant notre ère, au Néolithique. À première vue, il ne semble être qu'un simple tertre de terre et de pierre, se confondant avec les collines alentours. Mais à mesure que l'on s'approche, la véritable ampleur de la construction
se révèle. Une entrée haute et étroite conduit au cœur du tertre, et, après l'avoir franchie, on débouche dans une vaste chambre obscure, couverte d'une voûte formée d'énormes pierres restées immobiles depuis des millénaires. À l'intérieur, l'air semble chargé d'histoire. La chambre elle-même est d'une conception simple. 3 parois de grandes pierres grossièrement taillées délimitent un espace étroit et rectangulaire. C'est une pièce austère et solitaire, rendue plus mystérieuse encore par les gravures qui recouvrent ces murs. Ces signes, parmi les plus anciennes inscriptions runiques connues d'Europe du Nord, sont fragmentaires et énigmatiques. Ils nous offrent un rare aperçu d'un monde que nous pouvons à peine imaginer. Mais que signifie-t-il? Qui les a tracés? Et pourquoi? Et surtout, dans quel but Maeshowe fut-il réellement construit? Selon l'explication la plus répandue, Maeshowe fut édifié comme chambre funéraire destinée à l'élite de la société néolithique, un lieu où les morts étaient en déposés et d'où leurs esprits pouvaient entreprendre leur voyage vers l'au-delà. Les archéologues soulignent la précision de l'orientation du monument par rapport au soleil, notamment au solstice d'hiver, lorsque ses rayons éclairent l'entrée de la chambre et pénètrent jusqu'au cœur du tombeau. Comme sur de nombreux autres sites mégalithiques, cet alignement témoigne d'une connaissance élaborée de l'astronomie. Certains pensent donc que le lieu servait à des pratiques rituelles ou religieuses, peut-être liées au cycle de la vie et de la mort. Pourtant, malgré les explications admises, quelque chose à Maeshowe échappe aux classifications simples. À mesure que l'exploration se poursuit, les questions se multiplient. Les gravures murales, par exemple, sont beaucoup plus complexes et nombreuses qu'on ne l'attendrait dans un simple lieu de sépulture. Certains signes ressemblent à des symboles, d'autres à des caractères runiques, ce qui évoque un lien possible avec les anciens peuples nordiques, arrivés dans les Orcades bien plus tard, vers l'an 800 de notre ère. Comment ces inscriptions ont-elles pu apparaître dans une structure bâtie des millénaires avant les Vikings? Les constructeurs de Maeshowe furent-ils en contact avec des cultures lointaines, ou une histoire beaucoup plus ancienne et oubliée les reliait-elle? L'orientation étrange et manifestement délibérée de l'entrée ajoute encore au mystère. Le couloir est non seulement aligné sur le solstice d'hiver, mais il semble également pointer directement vers les collines lointaines de la Grande-Bretagne. Était-ce une simple commodité, ou l'emplacement du tombeau fut-il choisi pour des raisons que nous commençons seulement à comprendre? Maeshowe n'était-il pas uniquement une tombe, mais aussi un repère, un ancien jalon indiquant la voie vers quelque chose de bien plus vaste, peut-être un savoir caché ou une vérité ésotérique? D'autres questions surgissent dès que l'on envisage son rôle au-delà de sa fonction funéraire. Même si peu d'éléments directs permettent de lui attribuer une autre fonction, le sentiment demeure que cette structure fut conçue dans une intention dépassant l'ordinaire. Outre les inscriptions runiques, Maeshowe présente une caractéristique inhabituelle, un ensemble de grandes pierres formant une structure intérieure. Certains chercheurs ont supposé que ces blocs avaient pu servir à des observations astronomiques, à la manière de dispositifs connus sur d'autres sites néolithiques tels que Stonehenge. Maeshowe appartenait-il à un réseau plus vaste de monuments fonctionnant comme des observatoires, permettant aux peuples anciens de suivre les étoiles, la lune et les mouvements du soleil avec une précision remarquable? Il existe bien sûr des théories plus spéculatives. Selon certaines, Maeshowe
aurait été une sorte de capsule temporelle ou de dépôt de connaissances, ces gravures et ces alignements précis constituant la clé d'une sagesse secrète transmise de génération en génération. Les bâtisseurs de Maeshowe, comme ceux d'autres sites mégalithiques, comprenaient-ils les phénomènes célestes d'une manière que la science moderne commence seulement à retrouver? Le tombeau n'était peut-être pas seulement un monument dédié aux morts, mais également un monument à l'inconnu. Un lieu où les secrets de l'univers auraient bien été inscrits dans la pierre, dans l'attente d'être déchiffrés. Viennent ensuite les théories les plus étranges. Maeshowe aurait-il été autre chose qu'une tombe ou un observatoire? Aurait-il pu servir de passage, non pas dans un sens mystique ou spirituel, mais comme une véritable porte vers une autre époque ou un autre lieu? Certains pensent que l'orientation et la conception complexe du monument suggèrent une réalité invisible, un lien avec des technologies anciennes, des civilisations disparues, voire des influences extraterrestres. Ces idées demeurent strictement spéculatives, mais elles ajoutent une dimension supplémentaire au mystère d'un site déjà rempli de questions sans réponse. Malgré l'abondance des recherches et l'attention accordée à Maeshowe au fil des siècles, la vérité reste insaisissable. Quelle était exactement la fonction de cette étrange construction monumentale? Était-ce seulement un lieu de sépulture ou jouait-elle un rôle bien plus vaste et complexe dans la vie de ses bâtisseurs? Maeshowe était-il réellement un lieu d'une profonde importance spirituelle, un lien entre les vivants et les morts, ou, comme certains l'ont proposé, un espace où les secrets du ciel furent encodés dans la pierre? En quittant l'intérieur sombre et frais de Maeshowe, les questions demeurent. Peut-être les réponses existent-elles encore, dissimulées dans les pierres et les symboles, attendant l'esprit capable de les révéler. Ou peut-être Maeshowe, comme tant d'autres sites anciens, restera-t-il une énigme, sa véritable fonction perdue dans le temps, mais continuant, par son mystère même, à nous parler à travers les siècles? Quels autres secrets dorment sous les brumes des Orcades, dans l'attente d'être découverts? Alors que les mystères de Maeshowe s'éloignent derrière nous, nous nous tournons vers un autre site ancien, dont les pierres se tiennent depuis des millénaires sous l'ombre des grands chênes et les ciels brumeux du nord-ouest de la France. En Bretagne se dresse le dolmen de la Roche-aux-Fées, monument néolithique qui fascine tous ceux qui le découvrent. À première vue, il paraît presque trop parfait, trop intentionnel, comme s'il avait été façonné par des mains connaissant les forces mêmes de la nature. Le dolmen est une structure monumentale composée de 18 pierres gigantesques, surmontées d'une dalle de couverture pesant près de 40 tonnes. Haut d'environ 6 mètres, il domine les environs et dessine une silhouette irréelle sur le vert doux de la forêt. Le lieu est à la fois imposant et intime, contraste qui renforce son aura énigmatique. Son nom, Roche-aux-Fées, évoque le folklore et les légendes qui l'entourent depuis des siècles. Des récits de magie, d'êtres venus d'un autre monde et de rites anciens. Des histoires qui semblent demeurer dans le vent et résonner entre les arbres. Le dolmen de la Roche-aux-Fées appartient à une vaste tradition de construction mégalithique qui parsemait l'Europe préhistorique. Comme beaucoup de dolmens, il servit probablement de chambre funéraire, un lieu où les morts étaient déposés au cours de rites sacrés. Le long passage du dolmen, encadré par de grandes pierres, mène à une petite chambre fermée. Les défunts y étaient inhumés, et selon toute vraisemblance, des offrandes y étaient déposées afin de leur assurer un voyage paisible vers l'au-delà.
Mais certains aspects de ce dolmen s'accordent mal avec les explications les plus simples des pratiques funéraires. La taille considérable des pierres et la précision de leur agencement paraissent révéler des connaissances en construction, en astronomie et même en géométrie supérieures à ce que l'on attendrait d'une société ayant vécu il y a environ 4500 ans. Comment les hommes de cette époque déplacèrent-ils des blocs aussi immenses, dont certains pesaient plusieurs tonnes? Comment les soulevèrent-ils et les placèrent-ils avec une telle exactitude? Et quel rôle le dolmen jouait-il dans leur existence? N'était-ce qu'un tombeau, ou remplissait-il une fonction plus complexe et spirituelle? Selon l'archéologie dominante, les dolmens, comme celui de la Roche-aux-Fées, servaient probablement de sépulture collective, peut-être destinée à des personnages importants ou à des familles entières. L'orientation du dolmen par rapport à certains phénomènes célestes tels que les solstices ou les cycles lunaires a pu en faire un centre de pratiques rituelles et cérémonielles, servant éventuellement à marquer le passage du temps ou les cycles de la vie et de la mort. Certains chercheurs attirent l'attention sur l'orientation précise de l'entrée qui semble correspondre au coucher du soleil lors du solstice d'été, suggérant un lien volontaire entre le monument et les mouvements de l'astre. Selon eux, cela pourrait indiquer que le dolmen possédait une fonction rituelle ou astronomique, à la fois tombeau et instrument de mesure du temps. Pourtant, même avec ces explications plausibles, la fonction véritable du dolmen de la Roche-aux-Fées demeure incertaine. La précision avec laquelle les pierres furent disposées sans outils modernes pose une question essentielle. Les hommes de cette époque maîtrisaient-ils des connaissances ou des méthodes que nous ne comprenons plus? Comment purent-ils transporter ces blocs massifs, dont certains dépassent la taille d'un homme, puis les soulever et les ajuster avec autant de précision? Les archéologues évoquent généralement l'emploi de traîneaux de bois, de leviers et d'une importante main-d'œuvre. Mais l'effort colossal nécessaire pousse certains à imaginer l'existence d'une technologie perdue ou d'une méthode oubliée qui aurait rendu l'opération plus aisée. Au-delà de sa construction matérielle, le dolmen est entouré d'un mystère plus difficile à saisir. Le nom de Roche-aux-Fées renvoie au riche folklore né autour du site. Selon les légendes locales, le dolmen aurait été bâti par des fées ou des géants, êtres dotés de pouvoirs surnaturels capables de déplacer les pierres sans difficulté. Ces mythes ont traversé les siècles. Même s'ils sont souvent écartés par les historiens, ils témoignent du sentiment durable d'émerveillement et de respect que le dolmen inspira à ceux qui le virent. Pourquoi les populations du passé éprouvaient-elles le besoin d'attribuer une origine surnaturelle à de tels monuments? La conception du dolmen, ou sa présence même dans le paysage, avait-elle quelque chose qui le faisait apparaître comme une porte vers un autre monde? Face au dolmen de la Roche-aux-Fées, une impression de mystère s'impose. Il se dresse depuis des millénaires, résistant à d'innombrables saisons, et pourtant, sa véritable fonction nous échappe toujours. La précision de l'agencement des pierres révèle une compréhension des forces et des proportions presque inconcevables pour son époque. Était-ce seulement une tombe ou un lieu rituel où les vivants communiquaient avec les morts, voire avec autre chose? Certaines théories marginales soutiennent que le dolmen dépassait sa fonction funéraire. Aurait-il pu servir à l'observation du ciel comme un observatoire primitif destiné à suivre les phénomènes célestes? L'alignement des pierres sur les solstices et les cycles lunaires semble évoquer d'anciennes connaissances astronomiques.
Mais que savaient réellement les bâtisseurs au sujet des étoiles? Et comment utilisaient-ils ce savoir dans leur vie quotidienne? Le dolmen faisait-il partie d'un vaste réseau de lieux sacrés répartis dans le monde ancien, une carte du cosmos gravée dans la pierre? D'autres ont supposé que le dolmen de la Roche-aux-Fées accueillait des rites antiques, peut-être liés aux fées ou au monde surnaturel. Les légendes qui l'entourent suggèrent une relation plus profonde, presque spirituelle, entre ces bâtisseurs et la Terre. Le dolmen était-il un espace rituel où les vivants entraient en contact avec l'invisible? Un lieu où ils recherchaient conseil ou protection auprès de forces situées au-delà de leur monde. Les interprétations conventionnelles apportent certaines réponses, mais une grande part du site demeure inexpliquée. Pourquoi les pierres furent-elles disposées avec une telle précision? Et pourquoi le monument reste-t-il si étroitement lié au surnaturel dans l'imaginaire local? Quelle était sa fonction? Était-elle purement pratique ou s'inscrivait-elle dans une conception cosmologique beaucoup plus vaste, aujourd'hui perdue? Le mystère du dolmen de la Roche-aux-Fées demeure entier. Les pierres sont toujours là, silencieuses et durables, et les réponses aux questions qu'elles soulèvent ne seront peut-être jamais pleinement révélées. Mais tandis que nous quittons l'ombre de ces blocs gigantesques, les interrogations restent présentes. Quel savoir possédaient ces peuples anciens? Et quels secrets ce monument conserve-t-il encore? Et plus profondément encore, quels autres mystères demeurent cachés dans les paysages du monde, dans l'attente d'être découverts? En quittant les pierres ancestrales de Bretagne, nous partons maintenant vers l'Est, à travers les terres fertiles d'Anatolie, en direction de l'un des sites les plus importants et les plus énigmatiques du monde antique, le tel d'Arslantepe, dans l'actuelle Turquie. Sous les collines douces et ondulantes de la plaine de Malatya reposent les vestiges d'une civilisation qui prospéra des millénaires avant l'essor des grands empires du Proche-Orient ancien. Arslantepe, dont le nom signifie « colline du lion » en turc, intrigue les chercheurs depuis plus d'un siècle. Contrairement à d'autres établissements antiques, ce n'est pas un édifice unique qui attire l'attention, mais un vaste ensemble de tels, dont chaque couche révèle un chapitre oublié de l'histoire humaine. Ces monticules résultent d'une occupation continue sur plusieurs millénaires, et leur ampleur donne la mesure de ce qui existait autrefois en ces lieux. Les tels sont les témoins silencieux d'une histoire extraordinaire, aussi captivante que mystérieuse. Les fouilles d'Arslantepe ont mis au jour une grande diversité de constructions, dont certaines remontent au Chalcolithique récent, vers 5000 ans avant notre ère, tandis que d'autres appartiennent au début de l'âge du bronze. À première vue, le site ressemble à de nombreuses implantations anciennes. De grands bâtiments, en briques crues, quelques plateformes monumentales et les traces d'une activité humaine prolongée. Ce qui rend Arslantepe véritablement remarquable, c'est toutefois la complexité de son urbanisme, de ses structures politiques et, surtout, son recours précoce à une architecture monumentale. L'un de ses éléments les plus impressionnants est un vaste complexe palatial composé de nombreuses pièces qui semblent avoir constitué le centre de la vie politique et religieuse de la population locale. À l'intérieur du palais, les archéologues ont découvert des peintures murales élaborées, des sculptures remarquables et des reliefs complexes, dont certains représentent des êtres humains et des animaux sous des formes très stylisées. Ces œuvres indiquent que les habitants d'Arslantepe possédaient un sens développé du symbole
et du rituel, et que leur organisation sociale était bien plus avancée qu'on ne l'avait supposé pour cette période. Mais ce qui distingue surtout Arslan Tepe est son usage précoce de la métallurgie et son rôle possible comme centre de production du bronze. Les traces d'un travail du métal à grande échelle montrent que le site n'était pas seulement un village local, mais un foyer d'échange et d'innovation. Comment les habitants d'Arslan Tepe, installés au cœur des collines escarpées d'Anatolie, acquirent-ils sitôt les connaissances et les ressources nécessaires au travail des métaux? Y eut-il des échanges culturels avec d'autres civilisations, peut-être les Sumériens au sud, ou les Hittites au nord, ou bien les habitants d'Arslan Tepe développèrent-ils eux-mêmes ces techniques? L'archéologie dominante considère le site comme une civilisation ancienne relativement avancée. Mais la nature exacte de sa société et son rôle dans l'ensemble du monde antique restent incertains. Certains chercheurs pensent qu'Arslan Tepe fut l'un des premiers exemples de proto-cité-État, un centre urbain indépendant, gouverné par une élite et doté d'une structure sociale complexe. Mais quelle part de cette interprétation relève de l'hypothèse et quelle part repose réellement sur les preuves disponibles? L'un des aspects les plus troublants d'Arslan Tepe est son déclin brutal et mystérieux. Vers 2000 ans avant notre ère, le site paraît avoir été abandonné presque du jour au lendemain. Qu'est-ce qui provoqua un changement aussi radical? Une invasion, un effondrement interne, ou peut-être un événement catastrophique. Certains estiment qu'Arslan Tepe fut submergé par la puissance croissante d'autres civilisations. D'autres évoquent des facteurs environnementaux, comme une évolution du climat ou une catastrophe naturelle. La vérité reste insaisissable, et comme pour tant d'autres sites anciens, les raisons de l'abandon demeurent inconnues. Malgré son occupation très ancienne, Arslan Tepe fut longtemps éclipsé par des sites plus célèbres comme Çatal Höyük ou Uruk. Les fouilles récentes commencent pourtant à montrer le rôle crucial qu'il a pu jouer dans les débuts de l'urbanisation et de la formation des États au Proche-Orient. Ses systèmes politiques élaborés, son architecture monumentale et sa maîtrise du métal suggèrent qu'Arslan Tepe contribua peut-être à façonner l'histoire antique d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ce que l'on voit. À mesure que les chercheurs approfondissent l'étude du site, de nouvelles questions apparaissent sur ses habitants et leurs pratiques culturelles. Que représentent, par exemple, les motifs animaliers sculptés découverts sur place? Beaucoup figurent des espèces exotiques, signes possibles d'échanges commerciaux ou culturels avec des contrées lointaines. Les habitants d'Arslan Tepe furent-ils en contact avec d'autres cultures avancées que nous n'avons pas encore identifiées? Certains pensent que l'élite pratiquait des rites mettant en jeu ces symboles animaux, peut-être associés à des forces divines ou à des événements célestes. Mais face à tant d'inconnus, aucune certitude n'est possible. Les reliefs et gravures énigmatiques des murs du palais constituent un autre mystère. Ils montrent des scènes de sacrifices rituels, mais paraissent aussi porter une signification spirituelle ou politique plus profonde. Les représentations de personnages royaux, parfois dotés de têtes animales ou figurés dans des postures guerrières, évoquent une société aux croyances complexes et dirigée par une classe dominante puissante. Quel rôle ces souverains jouèrent-ils dans la vie quotidienne? Et quelle influence la religion et la spiritualité exerçaient-elles sur la politique? Au bord des tels d'Arslan Tepe, les mystères du passé semblent nous appeler. Le site nous laisse entrevoir une société très en avance sur son temps,
dont le destin final reste pourtant obscur. Quel savoir possédaient ses habitants? Peut-être perdus puis enfouis sous les monticules. Arslantepe était-il réellement le centre d'une civilisation urbaine naissante ou quelque chose de plus? Un lieu où les frontières entre mythe et réalité, entre monde terrestre et monde divin, se brouillaient. Dans le silence de la plaine de Malatya, sous l'ombre de ces tels antiques, les questions résonnent encore. Quelle place Arslantepe occupait-il dans la vaste mosaïque des civilisations anciennes? Et quels secrets restent enfouis sous la terre? Après les anciens tels d'Arslantepe, notre regard se porte vers un autre site enveloppé de mystères, qui intrigue archéologues et historiens depuis des siècles. Sous le chaud soleil méditerranéen, sur l'île rocheuse de Malte, s'étend un réseau énigmatique d'ornières mégalithiques, de profondes rainures taillées dans la pierre qui traversera le paysage comme d'antiques chemins, ne menant nulle part, et pourtant partout. Regroupées sur Malte et sur l'île voisine de Gozo, ces traces comptent parmi les phénomènes archéologiques les plus déroutants du monde ancien. À quoi servaient-elles? Comment furent-elles créées? Et pourquoi ont-elles subsisté durant des millénaires, silencieuses face aux ravages du temps? À première vue, les ornières paraissent presque banales, de profonds sillons creusés dans la roche, parallèles les uns aux autres selon une symétrie apparemment parfaite. Certaines sont droites, d'autres se courbent et serpentent à travers le relief rocheux de l'île. Souvent regroupées, elles mesurent environ 30 à 40 cm de largeur, et certaines atteignent 1 mètre de profondeur. Elles s'étendent sur plusieurs kilomètres, à travers collines, vallées et plateaux. Leur nombre et leur ampleur indiquent qu'elles ne sont pas accidentelles, mais qu'elles furent volontairement imprimées dans le paysage. Pourtant, malgré leur abondance, nul ne connaît leur véritable fonction. L'explication la plus courante en fait d'anciennes routes usées pendant des siècles par des véhicules à roues. Selon certains, les roues de chariots passant continuellement au même endroit auraient même fini par entailler la pierre. Mais cette théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Rien ne prouve clairement que l'ancienne civilisation maltaise, florissante en Méditerranée entre 3000 et 2000 ans avant notre ère, possédait des chariots ou d'autres véhicules à roues. La roue était bien utilisée ailleurs dans le monde antique, mais l'existence d'un transport à roues dans les îles maltaises n'a jamais été démontrée avec certitude. Si les sillons ne furent pas produits par des chariots, alors quelle en est l'origine? Leur largeur et leur profondeur indiquent qu'ils ne résultent pas d'une simple usure causée par un trafic léger. Certains sont si profonds qu'ils semblent avoir été creusés intentionnellement, comme s'ils devaient supporter une force bien supérieure à celle qu'aurait exercée un chariot. De nombreuses ornières apparaissent en outre dans des endroits peu adaptés à des voies de circulation, falaises, formations rocheuses et terrains accidentés où des véhicules à roues auraient eu beaucoup de mal à passer. Ces observations ont conduit certains chercheurs à remettre entièrement en question l'hypothèse des chariots. Une autre possibilité veut que les sillons aient été réalisés à des fins religieuses ou cérémonielles. Ils auraient pu servir de chemin pour des processions rituelles ou des pèlerinages conduisant vers des sanctuaires et des temples. L'orientation de certaines traces par rapport au Soleil, à la Lune et aux étoiles a renforcé cette idée en suggérant une fonction astronomique. Ces ornières constituaient-elles une forme de calendrier céleste indiquant des solstices importants ou des phases lunaires?
Si cette hypothèse contient une part de vérité, elle pourrait représenter une tentative ancienne d'accorder l'activité humaine au rythme cosmique de l'univers, principe central pour de nombreuses civilisations primitives. Même cette théorie laisse toutefois de nombreuses questions. Pourquoi les anciens Maltais auraient-ils creusé des voies aussi nombreuses et aussi élaborées uniquement pour des rites? Pourquoi les tailler dans la roche selon des motifs aussi précis et délibérés? Et si elles servaient à des cérémonies religieuses, que révèle leur emplacement sur les croyances spirituelles de leurs créateurs? Forment-elles un vaste réseau reliant différents sites ou étaient-elles limitées à des zones particulières de l'île? Une théorie plus spéculative voit dans ces sillons les vestiges d'un immense système de transport préhistorique, aujourd'hui oublié. Certains chercheurs pensent que les Maltais de l'Antiquité utilisaient une forme de technologie à roues que nous ne comprenons pas encore pleinement. Possédaient-ils des véhicules ou des outils capables de creuser aussi précisément la roche? Aucune preuve définitive ne soutient cette idée, mais elle ouvre une possibilité fascinante. Le monde ancien, loin d'avoir été primitif et rudimentaire, aurait connu des techniques et des systèmes qui restent à découvrir. À l'énigme de l'origine s'ajoutent d'étranges variations dans le tracé des ornières. Si la plupart sont parallèles, certaines se croisent ou décrivent des courbes inhabituelles. À certains endroits, elles se divisent ou forment des motifs complexes, difficiles à expliquer. Ces anomalies ont conduit à supposer qu'elles ne furent pas l'œuvre d'une seule culture, ni d'une seule époque, mais de plusieurs civilisations successives, chacune laissant sa marque dans le paysage. Les sillons furent-ils réalisés au cours de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, chaque nouvelle culture ajoutant au réseau son propre style ou sa propre fonction? Plus troublant encore, beaucoup conduisent vers des zones apparemment insignifiantes ou stériles, sans lien visible avec des villages ou des temples. Pourquoi bâtir un réseau aussi vaste pour aboutir à des lieux isolés? Les ornières avaient-elles un rôle symbolique, indiquant peut-être des sites cachés ou sacrés, connus uniquement des initiés d'un culte ou d'un ordre religieux? Comme tant d'autres mystères anciens, leur fonction véritable reste une énigme. Certains pensent que nous ne la comprendrons jamais, car le savoir qui les entourait s'est peut-être perdu dans le temps. La clé ne se trouve peut-être pas dans les sillons eux-mêmes, mais dans le contexte plus vaste de la culture qui les créa. Que nous apprend ce réseau mystérieux sur les populations de Malte il y a plusieurs millénaires? Quelles étaient leurs croyances, leurs techniques et leurs relations avec le reste du monde? Et surtout, que reste-t-il peut-être enfoui sous les pierres? À mesure que nous explorons les mystères du passé, nous nous souvenons que les questions se révèlent parfois plus riches que les réponses. Les ornières de Malte témoignent de l'ingéniosité et de la complexité des civilisations anciennes, mais peut-être aussi des immenses lacunes de notre compréhension. Quels autres indices le paysage maltais dissimule-t-il et quels secrets restent gravés dans la pierre? Seul le temps et de nouvelles recherches pourront nous le dire. Laissant derrière nous les énigmatiques voies de pierre de Malte, nous traversons maintenant l'immensité du Pacifique jusqu'aux collines verdoyantes de Nouvelle-Zélande, où un autre grand mystère repose dans la terre. Une structure ancienne, connue sous le nom de mur de Kaimanawa. Dissimulée dans la région sauvage et reculée des monts Kaimanawa, ce mur constitue une étrange anomalie qui intrigue depuis des décennies scientifiques, archéologues et explorateurs.
Le mur de Kaimanawa ne ressemble à rien d'autre dans la région. Traversant une portion de terrain escarpé, il est formé de grands blocs précisément découpés, disposés en ligne droite sur plusieurs centaines de mètres. Les pierres sont massives, certaines pesant plusieurs tonnes, et leur placement paraît si exact qu'il semble intentionnel. Le mur s'élève depuis le sol de la forêt. Sa surface a été usée par le temps, mais sa régularité géométrique demeure saisissante. Sa forme donne l'impression qu'il ne s'agit pas d'une formation naturelle, mais d'une construction façonnée par des mains humaines, ou peut-être de quelque chose de plus ancien et de bien plus mystérieux. La première observation consignée du mur de Kaimanawa remonte aux années 1990, lorsqu'un groupe de randonneurs le découvrit en explorant les montagnes. On pensa d'abord qu'il résultait de processus naturels, exemple extraordinaire de formation géologique provoquée peut-être par des mouvements tectoniques ou par l'érosion. Un examen plus attentif révéla toutefois un arrangement des pierres trop ordonné pour n'être qu'une coïncidence. Les blocs sont anguleux et de dimensions uniformes, avec des arêtes vives et des surfaces lisses qui paraissent trop soigneusement travaillées pour être l'œuvre de la nature. Certaines parties du mur présentent un alignement presque parfait, suggérant un savoir-faire que l'on n'associe pas aux Maoris, peuple autochtone installé depuis longtemps sur les îles. L'interprétation géologique dominante considère néanmoins le mur de Kaimanawa comme une formation naturelle issue d'une ancienne activité volcanique. Selon cette théorie, les pierres se formèrent lors du refroidissement de coulées de lave, et leur aspect particulier résulterait d'un processus naturel de cristallisation, rare mais possible. Le mur ne serait donc qu'une curiosité géologique façonnée pendant des millions d'années par les forces naturelles. Sa régularité s'expliquerait par la fracturation de la roche, ses arêtes nettes et l'uniformité des blocs, n'étant que les effets de l'érosion et du temps. Pourtant, malgré cette explication, quelque chose dans le mur de Kaimanawa paraît trop précis pour être entièrement naturel. La disposition est trop structurée, l'alignement presque trop parfait. Il ne s'agit pas d'un simple amas désordonné de pierres, mais d'un ensemble qui semble construit, ce qui soulève l'hypothèse d'une civilisation inconnue depuis longtemps disparue. Imaginer que des hommes aient pu édifier ce mur il y a des milliers d'années ajoute une nouvelle dimension au mystère. Qui était-il? Et pourquoi consacrer autant d'efforts à ériger un tel ouvrage au cœur d'une région sauvage et isolée? Le contexte culturel et historique de la Nouvelle-Zélande approfondit encore l'énigme. Les traditions orales maoris évoquent d'anciennes constructions et des connaissances avancées, mais aucune ne semble mentionner directement le mur de Kaimanawa. On considère généralement que le premier peuplement humain de la Nouvelle-Zélande remonte à environ 1000 ans, avec l'arrivée des Maoris. Mais si le mur est artificiel, pourrait-il être le vestige d'une civilisation beaucoup plus ancienne, antérieure de plusieurs millénaires aux Maoris, ou l'œuvre d'un peuple disparu qui n'aurait laissé aucune autre trace que cette formation de pierres déconcertantes? Certains chercheurs ont suggéré qu'il fut bâti par des navigateurs polynésiens, connus pour leurs extraordinaires compétences maritimes et leurs longues traversées du Pacifique. Les Polynésiens pouvaient franchir d'immenses distances en pleine mer, et leur aptitude à s'orienter grâce aux étoiles et aux courants océaniques fascine depuis longtemps les chercheurs. Le mur de Kaimanawa serait-il le reste d'un établissement oublié ou d'un lieu rituel construit par d'anciens Polynésiens bien avant l'arrivée des Maoris?
Cette théorie soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Si les Polynésiens l'avaient édifié, pourquoi auraient-ils choisi un endroit aussi éloigné de toute implantation connue? Et pourquoi auraient-ils abandonné une construction aussi élaborée jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la mémoire collective? D'autres pensent que le mur pourrait provenir d'une civilisation bien plus ancienne, peut-être même antérieure à l'humanité actuelle. Certains vont jusqu'à y voir la preuve d'une civilisation avancée ayant existé sur Terre, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, bien avant l'apparition des premières civilisations connues en Mésopotamie, en Égypte ou dans la vallée de l'Indus. Ces idées, très spéculatives et dépourvues de preuves concrètes, répondent à une curiosité profonde pour les civilisations perdues et les savoirs oubliés. Le mur pourrait-il être la relique d'une telle société, sa fonction et ses bâtisseurs ayant été effacés par le temps? Une autre théorie lui attribue un rôle rituel ou cérémoniel. Son implantation dans une région sauvage et reculée, ainsi que sa géométrie, laisse penser qu'il aurait servi de repère, de frontière ou de cadre à d'anciens rites religieux. Certains chercheurs proposent que le mur ait été aligné sur des phénomènes célestes, comme les solstices ou les équinoxes, à l'image des sites mégalithiques d'Europe. Était-ce un lieu sacré où l'on se réunissait pour honorer les dieux ou marquer les changements de saison? Dans ce cas, quelle importance avait-il pour ses bâtisseurs et pourquoi fut-il abandonné à l'oubli? Le mur de Kaimanawa demeure l'un des mystères les plus persistants de Nouvelle-Zélande. Malgré des décennies de recherches et d'hypothèses, sa nature et l'identité de ses créateurs restent incertaines. Formation naturelle, comme l'affirment certains, ou vestige d'une civilisation antique oubliée. Les questions sans réponse continuent de nourrir l'imagination et nous poussent à nous demander quels autres secrets demeurent cachés dans le monde. Que reste-t-il à découvrir sous la terre et les pierres des monts Kaimanawa? Quel savoir ancien, peut-être perdu depuis longtemps, attend encore de remonter à la surface? En quittant cette région isolée de Nouvelle-Zélande, le mystère du mur de Kaimanawa demeure. Il nous laisse davantage de questions que de réponses, ainsi que la possibilité fascinante que nous commencions seulement à retrouver les récits oubliés de notre passé lointain. Laissant derrière nous l'ombre du mur de Kaimanawa, nous tournons maintenant notre attention vers une autre construction remarquable et mystérieuse, située au cœur de la France. Un site mégalithique dont la seule existence soulève des questions sur les peuples anciens qui l'ont façonné. Dans la commune pittoresque de Bagneux, en France, se dresse le dolmen de Bagneux, monument funéraire qui fascine depuis longtemps archéologues et historiens. Datant du néolithique, vers 4000 ans avant notre ère, il renferme entre ses parois de pierre une énigme qui résiste toujours à toute explication complète. Sa fonction, l'identité de ses bâtisseurs et même le sens de sa position apparemment délibérée dans le paysage demeurent encore mystérieux. Le dolmen de Bagneux est un exemple saisissant des monuments mégalithiques qui parsèment l'Europe. Construit à partir d'immenses dalles, il se compose d'une grande pierre de couverture horizontale reposant sur des blocs verticaux. Il s'agit d'une tombe à portail ou sépulture à passage, dont un long couloir mène à une chambre probablement destinée aux défunts. Bien que le temps ait dégradé une partie du monument, sa forme reste impressionnante. Sa taille témoigne de l'ingéniosité et de l'effort nécessaire à sa construction. Certaines pierres, pesant plusieurs tonnes, durent être extraites, puis transportées depuis des sites éloignés,
exploit presque inimaginable compte tenu des moyens techniques de l'époque. Ce qui intrigue le plus dans le dolmen de Bagneux n'est toutefois pas seulement sa taille ou sa complexité architecturale, mais l'orientation et la disposition de ses pierres. Son alignement avec les solstices et les cycles lunaires laisse supposer que ces bâtisseurs possédaient une connaissance approfondie des étoiles, du soleil et de la lune. Comment un peuple vivant dans les campagnes isolées de la France ancienne pouvait-il disposer d'un tel savoir? Les bâtisseurs utilisaient-ils des instruments astronomiques ou s'appuyaient-ils uniquement sur l'observation, affinant leur compréhension des cycles célestes au fil des générations? Les chercheurs s'accordent, généralement, à considérer le dolmen comme un lieu de sépulture, fonction commune à de nombreux monuments mégalithiques européens. Selon cette interprétation, il constituait un espace cérémoniel réservé à des personnages importants, probablement des chefs ou des guides spirituels, dont les dépouilles étaient déposées dans la chambre afin d'honorer leur rang. L'orientation du monument en fonction des cycles solaires et lunaires évoque une signification rituelle. On croyait peut-être que les morts poursuivaient leur voyage dans l'au-delà, guidés par les mouvements du ciel. L'idée que le dolmen est servi de passage entre le monde des vivants et celui des morts n'est pas nouvelle. Elle correspond à des pratiques funéraires observées dans d'autres sites mégalithiques, notamment en Grande-Bretagne et en Irlande, où cercles de pierres et tombeaux s'alignent sur des phénomènes célestes. Pourtant, même avec cette compréhension générale, le dolmen de Bagneux conserve de nombreuses zones d'ombre. Pourquoi fut-il construit précisément ici, apparemment loin des grands établissements humains et des sources de matériaux? Il se trouve au milieu d'un paysage rural, éloigné des premiers villages qui apparurent ensuite dans la région. Cet isolement peut indiquer que le lieu possédait une valeur particulière. Peut-être se situait-il près d'un élément naturel considéré comme sacré, une rivière ou une montagne. Ou peut-être appartenait-il à un vaste paysage rituel aujourd'hui disparu, dont d'autres monuments semblables sont encore enfouis sous terre. L'un des aspects les plus énigmatiques du dolmen de Bagneux concerne les méthodes employées pour sa construction. Les pierres ne sont pas uniformes, certaines semblent avoir été volontairement façonnées, tandis que d'autres conservent une forme plus naturelle. La maîtrise nécessaire pour tailler et déplacer de tels blocs, surtout sans outils perfectionnés au néolithique, révèle un niveau d'organisation et de savoir-faire rarement attribué aux premières communautés agricoles. Les bâtisseurs de Bagneux possédaient-ils une sophistication technique aujourd'hui perdue, ou leur connaissance était-elle simplement si avancée pour leur époque que nous ne pouvons plus les comprendre entièrement? Le manque de preuves directes sur l'identité des bâtisseurs renforce le mystère. La région a livré de nombreux objets néolithiques, notamment des fragments de poterie et des outils, mais rien n'indique clairement qui étaient ces hommes, ni à quelle culture ils appartenaient. Comme beaucoup d'autres monuments mégalithiques, le dolmen semble avoir été abandonné bien avant l'apparition de l'histoire écrite, ne laissant qu'une trace diffuse de ceux qui l'édifièrent. Appartenait-il à une vaste civilisation aujourd'hui, oubliée, effacée des archives du passé? Ou formaient-ils des groupes isolés qui, malgré leur existence à l'ombre de cultures antiques plus célèbres, possédaient des compétences comparables à celles des bâtisseurs des pyramides d'Égypte ou des cercles de pierre britanniques? Les théories spéculatives sur l'origine et la fonction du dolmen abondent. Certaines suggèrent
que ses bâtisseurs furent influencés par des cultures plus anciennes encore. Comme d'autres monuments à travers le monde, le site pourrait-il être lié à des connaissances astronomiques transmises pendant des millénaires, peut-être depuis des civilisations antérieures à l'histoire connue. Certains ont avancé que de telles structures furent créées par une culture aujourd'hui disparue, qui ne laissa aucun écrit et dont l'héritage est enfoui sous les couches de terre et de temps. D'autres pensent que le dolmen faisait partie d'un immense réseau de sites rituels anciens, unis par une compréhension du ciel et des cycles naturels que nous commençons seulement à imaginer. Comme tant d'autres énigmes antiques, le dolmen de Bagneux soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Ces pierres, usées par le temps mais remarquablement résistantes, demeurent les témoins silencieux d'une civilisation disparue, dont la connaissance de la Terre, du ciel et du cosmos semble avoir été très en avance sur son époque. Le dolmen appartenait-il à un paysage rituel s'étendant non seulement sur sa région, mais sur toute l'Europe? Ou était-ce un monument local édifié par une communauté aux pratiques spirituelles et culturelles uniques, dont les mystères sont désormais perdus à jamais? Face au dolmen de Bagneux, les questions restent suspendues dans l'air, sans réponse, mais non oubliées. Que savaient ces bâtisseurs des étoiles et de la terre? Quels secrets reposant encore sous la surface, dans l'attente d'être révélés? Et surtout, quels autres vestiges attendent d'être découverts, tandis que nous reconstituons peu à peu les mystères de notre passé lointain? Laissant derrière nous le mystère du dolmen de Bagneux, nous nous tournons vers une partie plus paisible, mais tout aussi intrigante, du monde ancien. Un site archéologique silencieux de la campagne irlandaise. Loin des villes animées et des itinéraires touristiques, dans les collines ondoyantes du comté de Sligo, se trouve la tombe à cour de Crevikill. Cette structure, datant d'environ 3000 ans avant notre ère, témoigne des pratiques énigmatiques d'une civilisation disparue, tandis que sa fonction et sa signification restent enveloppées de mystères. La tombe de Crevikill appartient à une grande famille de monuments mégalithiques présents en Irlande et en Grande-Bretagne, connus sous le nom de tombes à cour. Ces sépultures sont généralement caractérisées par une enceinte en fer à cheval et par des pierres dressées formant une chambre funéraire centrale. Crevikill reste pourtant exceptionnel, même au sein de cet ensemble déjà remarquable. Sa conception complexe comprend non seulement la cour et la chambre funéraire habituelle, mais aussi une série de petits passages et de galeries qui semblent ne mener nulle part, presque comme s'ils avaient été volontairement construits pour dérouter notre compréhension. Malgré des millénaires d'exposition aux éléments, le tombeau conserve quelque chose de l'émerveillement qu'il dut inspirer à ses bâtisseurs. Certaines pierres dépassent 3 mètres de haut et paraissent disposées avec une précision intentionnelle. La cour est entourée d'un muret de pierres qui délimite l'espace sacré, tandis que les chambres funéraires se trouvent plus loin, au cœur du monument. À première vue, Crevikill semble exprimer clairement un usage funéraire rituel. Son architecture imposante et presque cérémonielle, évoquant des pratiques d'inhumation importantes. Pourtant, comme pour bien des tombes anciennes, sa fonction exacte est loin d'être évidente. Son plan diffère de celui des sépultures plus conventionnelles de la même époque, ce qui soulève des questions sur son usage initial. Était-ce seulement un tombeau ou remplissait-il aussi une fonction sociale ou spirituelle? Le monument reflétait-il un système de croyances plus profond, dans lequel la mort, la vie et le cosmos
est-elle liée d'une manière que nous commençons seulement à comprendre? Sa fonction la plus évidente reste funéraire. Les fouilles ont révélé des restes humains à l'intérieur, ce qui confirme qu'il servit bien à des inhumations, peut-être celles de personnages importants, comme des chefs ou des responsables religieux. Mais contrairement à d'autres tombes contemporaines de conception plus utilitaire, l'architecture élaborée de Creevy-Keel et la monumentalité de ces pierres suggèrent une importance dépassant largement la simple mise en terre des morts. Ces caractéristiques inexpliquées sont particulièrement intrigantes. Les petits passages et galeries qui entourent la chambre centrale posent problème. Ils semblent défier toute logique, car ils ne conduisent à aucune autre pièce identifiable et ne paraissent pas avoir été conçus pour le passage d'êtres humains. Certains chercheurs pensent que ces couloirs avaient une valeur symbolique, représentant peut-être un voyage ou une transition, le chemin du défunt, entre le monde des vivants et l'au-delà. Mais dans ce cas, pourquoi était-il si étroit et si difficile d'accès? Servait-il à des rites, peut-être dans le cadre d'une initiation ou d'une cérémonie spirituelle, ou appartenait-il à un système de croyances plus vaste et aujourd'hui inconnu, reliant les morts au ciel? L'emplacement même du tombeau soulève également des questions. Comme beaucoup de monuments mégalithiques, Creevy-Keel occupe une position choisie avec soin dans un paysage qui renforce son aura de mystère. Il domine un panorama spectaculaire de collines et de vallées s'étendant au loin. Les bâtisseurs sélectionnèrent manifestement ce lieu avec attention. Mais pourquoi celui-ci? La proximité de reliefs naturels, comme les montagnes voisines ou le cours d'une rivière, rendait-elle le site sacré? Ou d'autres lieux spirituels, aujourd'hui disparus, existaient-ils autrefois dans ce paysage et restent-ils encore à découvrir? Creevy-Keel faisait-il partie d'un vaste réseau rituel reliant d'autres monuments à travers l'Irlande, chacun étant orienté sur des phénomènes célestes ou naturels? L'alignement astronomique de la tombe mérite également d'être envisagé. Certains chercheurs pensent que la position de nombreux monuments mégalithiques dépendait des mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles. Creevy-Keel était-il orienté vers un événement précis, comme un solstice, un équinoxe ou une phase lunaire? Les anciens habitants de l'Irlande s'y réunissaient-ils pour marquer le changement des saisons ou entrer en relation avec les forces divines de la nature? Face à la conception élaborée du tombeau et à l'agencement complexe de ces pierres, il paraît raisonnable de penser que les bâtisseurs possédaient une certaine compréhension du ciel, au-delà de la simple superstition ou de l'observation rudimentaire. La construction même du tombeau ajoute une nouvelle dimension à l'énigme. Les bâtisseurs de Creevy-Keel ne disposaient d'aucun outil métallique, et pourtant, ils purent extraire puis transporter sur de longues distances des pierres massives, dont certaines pesaient plusieurs tonnes. Cet exploit exigeait une quantité considérable de travail, d'organisation et de savoir-faire. Comment y parvinrent-ils? Par la seule force physique ou grâce à une connaissance élaborée des leviers, des poulies et d'autres techniques d'ingénierie depuis perdues? Certains théoriciens pensent que l'édification de ces tombes mégalithiques nécessitait davantage que l'ingéniosité humaine et que leurs constructeurs auraient eu accès au savoir d'une civilisation lointaine, aujourd'hui disparue. Des méthodes plus avancées furent-elles utilisées, dont nous ne pouvons que deviner la nature. Un autre aspect particulièrement fascinant de Creevy-Keel, comme de nombreux autres monuments mégalithiques, est l'absence de texte. Nous connaissons approximativement la période de sa construction
et certains détails de son usage, mais une grande partie du contexte culturel reste inconnue. Qui étaient les bâtisseurs de Creevy Kill et quelles étaient leurs croyances? Quels rites et quelles cérémonies y pratiquaient-ils? La tombe appartenait-elle à un système de croyances plus vaste, reliant différentes régions d'Europe au néolithique? L'absence de preuves directes sur ces bâtisseurs nous laisse des questions fascinantes, mais aucune réponse définitive. En définitive, la tombe à cour de Creevy Kill, comme tant d'autres sites mégalithiques, nous offre plus d'interrogations que de solutions. Les pierres se dressent telles des sentinelles silencieuses d'un passé lointain, leur fonction et leur sens aussi insaisissables que les vents qui parcourent les collines irlandaises. Furent-elles édifiées uniquement comme tombes, ou remplissaient-elles un rôle spirituel ou social plus vaste? Leurs bâtisseurs étaient-ils simplement des artisans talentueux, ou possédaient-ils un savoir que nous avons depuis longtemps oublié? Et, plus troublant encore, que reste-t-il enfoui sous la terre de Creevy Kill, dans l'attente d'être découvert? En poursuivant l'exploration de ces structures anciennes, nous nous rappelons que les questions elles-mêmes sont parfois plus importantes que les réponses. Les mystères de la tombe à cour de Creevy Kill restent irrésolus, mais ils continuent d'inspirer émerveillement et respect, nous invitant à regarder au-delà des apparences et à réfléchir aux énigmes de notre passé lointain. Que peut-il encore rester caché dans l'attente d'être découvert? Seul le temps le dira.